bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, drame de l'immigration clandestine. Les rescapés de Fastboy toujours dans la tourmente 3 mois après le voyage meurtrier. Les jeunes sombrent dans l'oisiveté, vous le verrez, reportage à suivre. Journée internationale de droits de l'enfant, plus de 9000 talibés errent dans les rues à Saint-Louis. Ils subissent toutes sortes de violences selon des associations de protection. En politique, Bassirou Diomaye Faye, nouvelle tête d'affiche du projet PASTEF. Quelle chance, quelle crédibilité? Nous posons le débat dans ce 20h. Et puis en sport, football éliminatoire mondial 2026, le Sénégal a Lomé pour affronter le Togo. Le sélectionneur Aliou Cissé vise la victoire, rien que la victoire. Drame de l'immigration clandestine à Fastboy, 3 mois après le voyage meurtrier. Les populations sont toujours dans la tourmente. Les jeunes sont replongés dans l'oisiveté totale. Reportage Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. La vie a repris son cours normal à Fastboy après la mort de plusieurs jeunes en mer et les douloureux événements survenus en août dernier. Fastboy a renoué avec son calme habituel. Mais une colère débordante anime les habitants de ce village de pêcheurs et d'agriculteurs. Ils déplorent le fait que les jeunes n'ont plus où habiter. Il y a plus de poissons ici à Fastboy. Et c'est pourquoi les jeunes ont tendance à quitter le village pour l'immigration clandestine. Regardez cette forêt. Ils nous interdisent de pratiquer l'agriculture et même d'habiter ici dans cette zone. Ils disent que c'est une zone classée, réservée à des entreprises comme MDL. C'est ce que nous déplorons, vraiment. Selon Abdelaziz Sen, il appartient à l'État de déclasser la forêt classée de Fastboy et procéder à des lotissements. Zone de restauration. Forêt classée. Forêt classée, c'est bon. Vraiment, cette zone de restauration, le décret a été signé depuis 1957 par les Touaregs. Depuis plus de 60 ans, nous demandons à l'État de procéder à des lotissements pour que les populations de Fastboy puissent y habiter. Parce que les maisons sont pleines. Les jeunes ne savent plus où aller. La situation à Fastboy est telle qu'il urge d'aller vers un audit du foncier dans la commune. L'ONG Otra Africa propose des pistes de solutions concernant l'immigration irrégulière. Face à la presse ce matin, le président Souleymane Diallo estime que le chef de l'État doit organiser un conseil interministériel sur la question. Nous voici avec Fatou Bintou Conté. C'est à l'État, c'est au gouvernement de prendre cette chose à bras le corps et dans le cadre d'un dialogue ouvert, une concertation nationale, qu'on puisse trouver des solutions. Et pour ça, d'abord, il faut connaître l'ensemble des acteurs et les associer à la réflexion et à l'action. Et sur ce, je pense qu'il est important de tenir un conseil présidentiel afin que toutes les institutions, tous ceux qui sont dans ce dossier puissent s'exprimer. Je pense que dans l'unité, on peut trouver une solution. Et une solution par rapport à cela également, c'est renforcer en moyens humains, matériels et financiers la stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière. On ne peut pas faire une stratégie de lutte contre une chose sans le doter de moyens. Ça également, c'est évident. L'alternative par rapport à la migration aujourd'hui, c'est de créer un bureau national pour la migration afin de permettre aux jeunes qui veulent partir d'aller là-bas, s'enrôler et de s'inscrire et que le gouvernement puisse leur trouver des alternatives. L'actualité, c'est aussi la journée internationale des droits de l'enfant. À Saint-Louis, 525 daras sont installés dans la ville. Le nombre d'enfants talibés est estimé à plus de 9000 selon les acteurs qui luttent contre les violences faites aux enfants. La situation de ces derniers est très inquiétante. Ousseynou Diop, Habib Seck. Lui, on compte plus de 9000 enfants talibés répartis dans 525 daras. Pour les acteurs qui luttent contre les violences faites aux enfants, beaucoup d'enfants éprouvent des difficultés avec des conditions de vie très difficiles. Daras qui sont installés dans des maisons en construction, dans des maisons abandonnées,
ces enfants vivent un véritable calvaire. Ils sont mal nourris. Quand ils sont malades, ils ne sont pas soignés. Pour Baye Ndakhaw Diop, certains enfants talibés passent la nuit dans les marchés ou gares routières, ce qui fait qu'ils subissent chaque jour des violences sexuelles. C'est ces jeunes talibés-là qui sont utilisés comme des domestiques. Nous, au niveau de Maison de la Gare, l'équipe de Marotte a plus d'une fois rencontré des enfants talibés victimes de violences sexuelles. À la Maison de la Gare, certains enfants talibés suivent les cours. Les responsables de cette structure veulent leur assurer une insertion rapide pour lutter contre la mendicité. Nous faisons l'alphabétisation en français avec les talibés et puis la sensibilisation pour montrer aux enfants que la place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue. Le sport est aussi le moyen choisi par la Maison de la Gare pour faire oublier aux jeunes talibés les périodes difficiles qu'ils traversent. Et les sports, ça donne quelque chose d'autre. C'est très spécial. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants talibés errent dans les rues de Saint-Louis. Certains passent même la nuit à la Belle Étoile, avec des risques énormes. Journée internationale des droits de l'enfant, une journée, un plaidoyer, un meilleur accompagnement des enfants vivant avec un handicap également, une prise en charge pédagogique mais aussi sociale pour que ces enfants puissent avoir un avenir prometteur. Écoutons là-dessus la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants. C'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui au Sénégal, nous avons décidé de braquer les projecteurs sur des enfants qui ont des besoins spécifiques. Je veux nommer les enfants handicapés. C'est à ce titre qu'on a choisi comme thème les politiques inclusives des enfants handicapés, les enjeux et les perspectives. Enjeux, ce n'est pas la peine que j'aille loin. Les enjeux, les enfants, ils sont qui? C'est l'avenir de notre pays. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces enfants qui ont des besoins spécifiques? Les perspectives, le président Macky Sall, qui a une vision pour le Sénégal, qui a une vision pour le Sénégal émergent. Qu'est-ce qu'il veut faire de ce pays avec ses enfants? Voilà des questions qui sont très simples. Aujourd'hui, nous sommes allés visiter des écoles où des enfants, la première école, c'était des enfants qui ont des retards, qui sont atteints des maladies, déficiences intellectuelles. Après, on est allé dans une école où il y avait des enfants malentendants, qu'on appelle communément sourds-muets. Puis aujourd'hui, nous sommes là en face des enfants handicapés moteurs, c'est-à-dire ceux qui étaient malades de poliomyélite, entre autres. Voilà plusieurs et il reste encore des écoles à visiter. C'est juste un prétexte de braquer un projecteur sur ces enfants-là, d'accompagner ces enfants, de porter le plaidoyer. Dans l'actualité politique, Bassirou Diomaye Faye, plan B de PASTEF, la campagne de parrainage a été lancée ce lundi. Quelle chance, quelle crédibilité donner à la candidature de la nouvelle tête d'affiche du projet. Voyons tout cela avec Cheikh Diop. Il est le candidat choisi pour le parrainage citoyen des Patriotes. Bassirou Diomaye Faye, un plan B désigné dans l'éventualité d'une élimination du leader de l'ex-PASTEF. Deux candidatures sont acceptées par la justice et qu'ils passent la phase du parrainage. Ils vont déposer leur candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, si le Conseil valide les deux candidatures, nécessairement, le candidat alternatif va se retirer au profit du candidat naturel qui est Même s'il est en détention, rien n'empêche au numéro 2 de PASTEF d'être candidat. J'ai parcouru l'article L57 du Code électoral qui comporte effectivement beaucoup d'alinéas, mais je n'ai vu aucun alinéa qui peut être mis en relation avec l'affaire, le choix de Bassirou Diomaye Faye. Pour empêcher sa candidature, il doit être condamné définitivement. Ce qui sous-entend qu'il doit être condamné en première instance, il doit être condamné en appel et il doit être condamné définitivement au niveau de la Cour suprême. La campagne de parrainage du candidat Bassirou Diomaye Faye est lancée ce lundi. Jouit-il de la même popularité qu'Ousmane Sonko? Quoi qu'il en soit, une mobilisation nationale et internationale s'impose. Je pense que le PASTEF n'a pas un autre choix que de préserver son unité, que de faire tout pour que son candidat puisse avoir une issue heureuse à la présidentielle. Je crois que le PASTEF n'a aucun intérêt
à se déchirer ou à créer des clans à quelques mois d'une présidentielle. Bassirou Diomaye Faye, poursuivi et placé en détention depuis plus de 5 mois pour outrage à magistrat, diffamation et diffusion de fausses nouvelles, va devoir piloter à distance. Le mot d'ordre est donné, chercher des millions de parrainages. Une façon de répondre à ce qu'il qualifie de dilatoire de la part du régime en place. Diagnostic d'un coup de son, la colère du chef de l'État fait beaucoup réagir, fait beaucoup jaser. Tout le monde ou presque en a pris pour son grade ce week-end. Mais alors, qu'est-ce qui énerve Macky Sall? Explication à la Sanba. C'est un Macky Sall colérique qu'on a vu ces derniers jours à l'occasion de sa tournée économique. Le chef de l'État, dans de nombreuses circonstances, n'a pu se retenir. Par exemple, il ne s'est pas empêché, en plein conseil présidentiel, de rabaisser son ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement. Voilà, donc nous y travaillons. Le gagné la langue de bois. Karim Papa jarul insister mais bu ñu delloo nga ñëw leeralal ma ko da nga mënul wax ci mbooloo. Une brèche ouverte pour exprimer sa frustration à l'endroit de ses collaborateurs incapables d'expliquer ses réalisations face aux attaques de ses adversaires. C'est comme si tu n'as rien fait. Tu fais et personne n'est au courant. Tu peux même pas expliquer. Mais la scène qui a le plus marqué les Sénégalais, c'est lorsqu'il s'attaque sans retenue au cadre Casamance. Macky Sall n'a pas été tendre avec Pierre Goudiaby Atepa et compagnie. J'ai vu des escrocs là, cadre Casamance qui écrivent au président. Moi, je ne vous réponds pas. Je ne réponds pas à ces gens-là. D'abord, il n'y a aucun cadre. Ben net la ñëw benn cadre signé. Moi, je ne sais pas ce temps-là. Comme, il faut respecter les gens. Le mot est fort. Et l'on peut se demander ce qui agace à ce point le chef de l'État, mais connaissable pour bon nombre d'observateurs, la fin de règne semble être un lourd fardeau à porter. On le ferait et on l'accepterait. Ceux qui pensent d'ailleurs, et je les mets en garde. Et pour Aminata Touré, Macky Sall vit un traumatisme post-pouvoir. L'ancienne Premier ministre dit ne plus reconnaître le chef de l'État. Voici Aminata Touré. Connu un homme très aimable et sympathique. Moi, je considère que c'est peut-être un traumatisme post-pouvoir qui s'annonce. Et voilà, j'ai été vraiment très étonné par le ton, les propos, la généralisation à toute une région. Non, moi je pense qu'il a peut-être besoin de se reposer et voilà, et de redevenir voilà, le Macky Sall que nous avions connu par le passé et qui nous avait voilà, encouragé à l'accompagner. Je pense qu'ils ont besoin de soutien psychologique. C'est dur, hein. Vous êtes au pouvoir et puis vous savez que nous sommes dans un régime hyper présidentiel. Vous avez tous les pouvoirs, voilà, un droit presque de vie ou de mort sur chaque citoyen. Et la perspective de redevenir peut-être un citoyen ordinaire, comme il disait, peut générer beaucoup de stress. Donc ils ont besoin d'être accompagnés tout au long d'ailleurs de leur magistrature pour qu'ils comprennent que, voilà, en démocratie, il y a un début et une fin d'exercice du pouvoir. Et ça, c'est peut-être difficile et c'est peut-être ce qui explique certains stress. J'en profite d'ailleurs pour féliciter l'ancien président Georges Weah, qui a reconnu sa défaite sans problème, qui a félicité son adversaire. Et voilà, qui va mener une autre vie. Et je pense que pour le président Macky Sall, en tout cas le conseil que j'ai à lui donner, voilà, il a besoin de se reposer, qu'il prenne les dernières bonnes décisions de ses 12 ans à la tête de l'État, qu'il laisse la justice faire son travail, qu'il autorise la participation de tous sans élimination. Et il a encore un peu de temps pour sortir par la grande porte. Tout autre chose à présent, Rufisque perd son attractivité à cause de l'occupation anarchique de l'espace public. Un problème d'accès à l'offre touristique se pose aujourd'hui selon le syndicat d'initiative et de tourisme. Écoutons Mama Sabara, président du syndicat d'initiative et de tourisme avec notre équipe à Rufisque. On parle d'accessibilité de l'offre touristique. L'offre touristique, c'est en fait le patrimoine architectural et urbain. Et c'est l'histoire. Donc, cette offre-là, il faut qu'il soit accessible. Et il n'est pas question qu'on se mette sur les routes et les trottoirs. Je crois que ça aussi, on demande à nos amis commerçants qui ne sont pas les seuls aussi à travailler dans cette ville. Rufisque, c'est une ville de service aussi, où, qui
nécessite d'être libéré par au niveau des trottoirs, au niveau des routes. Donc, on leur demande, c'est une prière, et que nous soutenons cette action du maire pour qu'aujourd'hui, l'offre touristique, en termes architectural, en termes culturels, immatériels, qui soit accessible. Le marché, si on ne peut pas l'enlever du centre historique, mais au moins qu'on l'organise. C'est pour ça que nous pensons que l'attractivité aussi est extrêmement importante pour qu'on puisse travailler sur cette question. Dans l'actualité également, 68e anniversaire du Maroc célébré ici au Sénégal, à Dakar précisément, tout un symbole pour l'ambassadeur du royaume chérifien au Sénégal qui salue la qualité de la coopération entre les deux pays. Voici Hassan Nacheri, ambassadeur du Maroc au Sénégal avec Memouna Ndiaye. Nous avons voulu qu'à Dakar, qu'on puisse aussi le commémorer en tenant compte de la symbolique d'être à Dakar, d'être au Sénégal. Donc un pays très lié au Maroc, donc qui entretient des relations excellentes depuis l'indépendance, avant l'indépendance et avant la colonisation et le protectorat. Donc c'est des relations multiséculaires, très anciennes, multiformes, et c'est des relations qui sont caractérisées par une intimité toute particulière, une proximité et une relation ininterrompue dans le temps. Ça, c'est le premier ou la première symbolique. La deuxième symbolique, c'est que le 68e aussi rappelle un autre aspect de ces relations, un autre aspect historique. Il vous souviendra que le roi Mohamed V, de retour de Madagascar, de son exil, il avait fait escale à Dakar, à l'aéroport de Dakar. Et il a eu tout le soutien qu'il fallait. Donc tout est symbolique et je crois la dernière que je mentionnerai, c'est le lieu où nous sommes. C'est un site hautement stratégique, très important au Sénégal et qui remonte aussi au 19e siècle. Et je crois qu'il nous a été donné donc d'avoir l'honneur, n'est-ce pas, et le privilège d'organiser une telle activité pour la première fois. Et on en vient à l'actualité internationale qui nous mène d'abord au Mali avec le retrait de la MINUSMA du camp d'Assogo et puis la RDC où la campagne électorale a démarré. Le récit de Mamadou Fall. Au Mali, la MINUSMA a quitté le camp d'Assongo le week-end du 18 au 19 novembre 2023. Le camp se situe dans la région de Gao, dans le nord du pays. Le départ des casques bleus s'est déroulé sans difficulté. La mission onusienne poursuit donc son processus de retrait qui devrait être achevé d'ici la fin de l'année. Plus de 8817 militaires, policiers et civils de la mission ont quitté le Mali selon la MINUSMA. Les chiffres fournis par la MINUSMA, ce jour, près de 2/3 donc des 13 871 personnels concernés par le retrait. Les Maliens employés par la MINUSMA n'ayant évidemment pas vocation à quitter le pays. La prochaine étape du retrait, la fermeture de la base de Mopti-Sévaré dans le centre du pays dans les premières semaines de décembre. Les sites de Gao et Tombouctou ainsi que le quartier général de Bamako seront en phase de liquidation à partir du 1er janvier. En République démocratique du Congo, la campagne électorale a commencé hier en vue du scrutin multiple du 20 décembre prochain. 44 millions d'électeurs auront à choisir leur nouveau président, les députés provinciaux et nationaux, ainsi que les conseillers communaux. Félix Tshisekedi brigue un second mandat à la tête du pays. Il y aura en effet qu'un seul tour à la présidentielle. L'opposition dit craindre des fraudes lors de ce scrutin, qui représente aussi un défi logistique dans ce territoire immense, toujours déstabilisé par la guerre à l'est du pays. Et nous terminons avec le Libéria. Le vétéran de la politique libérienne, Joseph Boaké, a été déclaré ce lundi vainqueur de la présidentielle contre le sortant George Weah par la Commission électorale nationale après dépouillement des bulletins de tous les bureaux de vote. Joseph Boaké l'emporte avec 50,64% des voix contre 49,36% des voix pour George Weah, a dit devant la presse Davidetta Brown Lansana, présidente de la commission NEC.
Merci Mamoudou. Dans l'actualité sportive, deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026 Groupe B, le Sénégal à Lomé pour affronter le Togo. Un match qui s'annonce très disputé selon le sélectionneur Aliou Cissé qui n'attend que la gagne, rien que la gagne. Compte rendu de la conférence de presse d'avant-match, cher Sadibou Diarra. C'est sans appréhension que le Sénégal s'est déplacé à Lomé pour affronter le Togo pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026, Groupe B. Une confrontation difficile en perspective, mais à la portée des Lions. Je connais l'hostilité qu'il y a là, je connais les supporters, à quel point ils sont très proches de leur équipe. Mais de notre part, nous aussi, on a emmagasiné quand même beaucoup d'expérience pour pouvoir justement gérer ces genres de matchs-là. Et comme je l'ai dit, on le sait, on sait que ça va être un match difficile. Je n'ai aucun doute que cette équipe togolaise rentrera sur le terrain avec énormément de confiance. Mais comme je l'ai dit, nous aussi, on a des arguments à faire valoir. Nous sommes sur une bonne dynamique actuellement. Donc j'espère que demain, nos joueurs se lâcheront et qu'ils prendront plaisir et surtout mettra tous les arguments de notre côté pour essayer de faire le meilleur résultat possible. C'est une place difficile, je le répète et je le dis, mes joueurs le savent. La plupart d'entre eux ont déjà joué ici. C'est un match difficile, effectivement, il y a 2 ans, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a égalisé à la 92e minute. Ça prouve encore le mental qu'on a eu. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal qui compte toujours sur ses cadres évoluant en Arabie Saoudite, Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Sadio Mané visent la victoire à Lomé. Ils sont affûtés, c'est des garçons qui sont à niveau. Je suis très satisfait de ce qu'ils font. Ils sont des leaders là où ils jouent. Ils continuent à impacter de leur qualité, de leur abnégation dans cette sélection. Ce sont des cadres de cette équipe nationale. Ils ont énormément d'expérience. Champions d'Europe, champions d'Afrique. Plus de 100 sélections, c'est des garçons aujourd'hui que l'équipe nationale du Sénégal compte encore sur leur performance. Et on est capable d'être au rendez-vous des matchs importants et ce match est important. Et comme chaque match important, on a su se mobiliser, on a su faire les choses comme il fallait le faire pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Et demain, on est dans cette optique-là, faire de notre mieux pour repartir avec un meilleur résultat possible. Togo-Sénégal, une rencontre prévue ce mardi à partir de 16h. Les Togolais sont à la recherche de leur premier succès après un nul face au Soudan, alors que les Lions espèrent enchaîner sur une deuxième victoire. Et les Lions qui peuvent prendre la tête du groupe en cas de victoire face aux Éperviers ce mardi. Dans l'autre affiche, la RDC surpris par le Soudan à Benghazi, 1-0 lors de cette deuxième journée. Cher Sadibou, cher Tidjane Diao. Mlaka à l'Éthiopie. Benghazi n'a pas souri à la RDC lors de cette deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les Léopards ont été surpris par le Soudan dans ce match délocalisé en terre libyenne. Défaite en 1-0 des partenaires de Yohan Wissa qui avaient pourtant bien démarré les éliminatoires en s'imposant 2-0 face à la Mauritanie à domicile. Cette défaite constitue un coup dur dans la course à la qualification parce que l'occasion est belle pour le Sénégal d'avoir 3 points d'avance face à son adversaire le plus sérieux dans cette poule. Pour cela, il faudra pour les Lions d'Aliou Cissé d'aller gagner au stade très hostile de Kégué ce mardi. Une mission certes difficile, mais pas impossible. Dans cette même poule, la Mauritanie tentera de se relancer à Dakar face au Sud-Soudan, après sa défaite à Kinshasa face à la RDC 2-0. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Pas de soir d'info, la suite ce soir pour des raisons indépendantes de notre volonté. L'info revient demain dès 6h avec la belle équipe de Info Matin. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.